Bonjour à tous, voici une vidéo de quelques exercices sur le second degré, donc à savoir des polynômes du second degré, des objets que vous connaissez bien, a priori, en tout cas depuis la classe de première, et sur lesquels on aura donc quelques rappels à effectuer pour résoudre tel ou tel type d'exercice et pour ne pas être dérouté lorsque quelques questions sont posées. On aura aussi à faire parfois de la mise en équation, donc ce qui représente une difficulté éventuellement supplémentaire. Alors commençons avec des exercices simples. Par exemple, étudier tout simplement le signe d'un trinôme. X carré moins 2x moins 3, on nous demande d'étudier son signe. Alors, je vais tout de suite en bas à droite rappeler des généralités sur la façon dont se comportent des polynômes du second degré en termes de variation et de signes. Le premier coefficient petit a étant celui de x au carré, et dans notre exemple, il est donc égal à 1. On est donc dans le cas de droite, le cas petit a positif. On s'aperçoit que le polynôme x carré moins 2x moins 3 a beaucoup de chances d'être positif. On parle de y bien sûr, nos coordonnées, sauf si son discriminant est lui-même strictement positif, auquel cas le polynôme admet deux racines, et il peut à ce moment-là être négatif si on choisit x dans l'intervalle des deux racines. Donc nous allons en savoir un petit peu plus sur son discriminant pour savoir dans quel cas on se trouve. Quelle est la courbe parmi les trois qui correspond à x au carré moins 2x moins 3. Après calcul, le discriminant est égal à 16. Et donc on se retrouve sur la toute dernière courbe du schéma récapitulatif, celle du bas, et effectivement, x carré moins 2x moins 3 peut changer de signe. Donc on doit calculer les racines de ce polynôme qui valent moins 1 et 3. Et donc, on pourra conclure sur l'étude du signe en disant que ce polynôme est négatif si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 1, 3. Il suffit de dire cette petite phrase, c'est une équivalence, d'accord? On a écrit un si et seulement si. Donc ça signifie que le polynôme est négatif lorsque x appartient à moins 1, 3, et que du coup il est positif lorsque x est ailleurs. Donc cette phrase suffit et on a encore moins besoin de faire un tableau de signes pour une situation aussi simple que celle-ci. J'entends très souvent des élèves venant de lycée dire est-ce qu'on fait un tableau? Non, on n'est pas obligé de faire un tableau. Écrire cette phrase est plus rapide que faire un tableau pour des situations aussi banales que celles de polynômes du second degré. Passons à un deuxième exemple, moins 4x carré plus 11x moins 8. Le premier réflexe, on regarde le premier coefficient, moins 4, il est négatif, donc on est dans les courbes de gauche. Encore une fois, il faut connaître le signe du discriminant pour savoir si notre polynôme est négatif pour tout x, ou alors s'il peut être positif, et à ce moment-là, il faudrait connaître les racines du polynôme. Je calcule le discriminant, il vaut moins 7. Donc je sais que mon polynôme est du signe de son premier coefficient pour tout x. Donc il est négatif. Moins 4x au carré plus 11x moins 8 ne peut pas être positif. Vous pouvez tenter n'importe quelle valeur de x et faire le calcul, vous ne trouverez jamais un résultat positif. Moins 2x carré plus 4x moins 2. On a à nouveau un coefficient négatif, pour le premier coefficient bien sûr. On va recalculer le discriminant et savoir dans quelle configuration on se trouve. Ici, j'ai delta égale 0, donc on se trouve sur le cas limite, le cas particulier qui se trouve entre les deux cas généraux, qui correspond à un sommet de la parabole sur l'axe des x. Donc je sais d'avance que mon polynôme est négatif partout. Il est strictement négatif pour tout x, sauf pour x égale 1, la fameuse racine double qui vaut moins b sur 2a. Auquel cas, le polynôme prend la valeur 0. Je vérifie rapidement. Si x égale 1, le calcul est censé me donner 0. Bah oui, moins 2, plus 4, moins 2. Résultat 0. Alors, des questions qui sont très similaires, mais posées légèrement différemment. Résoudre les inéquations suivantes. 5x au carré moins 3x moins 2, inférieur ou égal à 0. Alors, il n'est pas question ici de résoudre les inéquations à la main. On est en train simplement de nous demander si ce polynôme du second degré peut être négatif. Et si oui, pour quelle valeur de x? Donc on revient au même problème que précédemment, il faut étudier le signe de ce polynôme du second degré. Son premier coefficient est positif, donc le polynôme lui-même est positif, donc il a peu de chances d'être négatif.
sauf s'il admet deux racines et qu'on choisit x entre les deux racines. On calcule donc son discriminant, on s'aperçoit qu'il est strictement positif, qu'il y a effectivement deux racines réelles qui valent moins 0,4 et 1. Et donc, la solution de la question posée de la négativité du polynôme, la solution est oui, c'est possible si et seulement si x appartient à moins 0,4, 1. Alors, on peut aussi rapidement vérifier, hein, on n'est jamais à l'abri d'une erreur de calcul. Alors, vérifier, c'est un grand mot, mais on peut prendre 2 ou 3 exemples de valeurs de x pour voir si ça correspond, si le résultat correspond en termes de signes. Par exemple, je prends une valeur de x dans l'intervalle, x égale 0 fera très bien l'affaire, ça sera simple. Si x égale 0, le polynôme me donne un résultat qui vaut moins 2. C'est effectivement négatif. Donc oui, x égale 0 fait partie des solutions. Maintenant, je vais me placer à l'extérieur de l'intervalle. Si je prends x égale moins 5, 5x au carré vaut 5 fois 25, 125. Moins 3 fois moins 5, plus 15. 125 plus 15, 140. Moins 2, 138. Ça n'est pas négatif. Je me place de l'autre côté de l'intervalle, à x égale 2 par exemple. 5 fois 4, 20. Moins 6, 14. Moins 2, 12. C'est positif. Donc ça ne correspond pas non plus. Donc en ayant vérifié pour quelques valeurs de x le signe du résultat qu'on peut calculer, on a quand même de bonnes chances de ne pas s'être trompé sur notre intervalle. Résoudre l'inéquation 2x au carré moins 11x plus 12 inférieur à 7. Alors là, on peut penser qu'il y a un souci. Ce qu'on sait résoudre, ce qu'on sait étudier pour un polynôme du second degré, c'est son signe. Donc on peut le comparer à 0. Est-ce qu'il est négatif ou positif? On ne peut pas le comparer directement à 7. Qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le terme 7 dans le membre de gauche. Et on a une équivalence qui consiste à étudier le signe du polynôme 2x au carré moins 11x plus 5. Et on cherche à savoir s'il peut être négatif. Le premier coefficient est positif, donc il peut être négatif ce polynôme seulement si son discriminant est strictement supérieur à 0, et si on choisit x entre les deux racines. Calculons son discriminant, 81, effectivement, il est strictement positif, il y a deux racines réelles, 0,5 et 5, et donc ce polynôme est strictement négatif si et seulement si x appartient à 0,5. Crochet ouvert cette fois-ci, puisqu'on avait une inégalité stricte qui était recherchée. Troisième inéquation, moins x au carré moins 5x moins 6 supérieur ou égal à 0. Est-ce que ce polynôme dont le premier coefficient est négatif peut être positif? Oui, seulement si, encore une fois, son discriminant est positif. Strictement. Il l'est, les deux racines valent moins 2 et moins 3. Donc la réponse est oui, si et seulement si x appartient à moins 2, moins 3. Moins 3, moins 2, pardon. Moins 3x au carré plus 2x moins 1 positif. On recommence de la même façon. Le discriminant vaut moins 8. Il est strictement négatif. Donc on est dans le cas de la troisième courbe verte. Ce polynôme est toujours strictement négatif. Toutes les valeurs y ici sont négatives. On est en dessous de l'axe des x. Pas de racine réelle. Le polynôme est donc strictement négatif. Alors systématiquement, on peut aussi retenir la phrase qui était apparue tout en bas. Un polynôme est du signe de son premier coefficient pour tout réel x, sauf si x est pris entre les racines, si elles existent. X carré moins 1 inférieur ou égal à 0. Alors ça, c'est un exemple important, parce qu'on n'a pas affaire à un trinôme du second degré, mais à un binôme. On a plus de chances de se tromper en calculant le discriminant d'un binôme que celui d'un trinôme. Donc là, il faut être vigilant. Par contre, lorsqu'on a affaire à un binôme, on peut faire une résolution manuelle. X au carré moins 1 inférieur ou égal à 0 signifie x au carré inférieur ou égal à 1. Or, x au carré est inférieur ou égal à 1 si et seulement si x est compris entre moins 1 et 1. Point final. Et donc, on a résolu notre problème en une petite ligne, plutôt que d'aller calculer le discriminant du polynôme, etc. Alors, bien sûr, c'est faisable, mais si on peut aller plus vite, faisons-le. 3x au carré moins 7x moins 1 supérieur à 5. J'ai encore une fois un terme non nul à droite, donc je vais le ramener à gauche.
Et donc, je vais transformer ça en l'étude du signe d'un polynôme du second degré. Je calcule son discriminant. Et je m'aperçois que son premier coefficient qui était positif et son discriminant qui est strictement positif correspondent à la troisième courbe bleue. La question de départ était: est-ce que ce polynôme peut être positif et si oui, pour quelle valeur de x? Eh bien, en fait, il ne faut pas cette fois-ci que x se trouve entre les racines. Donc il faut que x appartienne à moins l'infini jusqu'à la première racine et deuxième racine jusqu'à plus l'infini, d'où la réunion des deux intervalles que je donne en solution ici. Très bien, alors on va passer maintenant à des exercices un peu plus concrets de mise en équation qui vont nous faire aboutir, sans forcément qu'on s'en doute au départ, à des polynômes du second degré. Un surveillant de plage doit délimiter une aire de baignade rectangulaire avec une corde bouée de 360 mètres. La corde sera disposée sur trois côtés du rectangle. Donc en fait, il doit disposer la corde bouée dans l'eau, selon trois côtés d'un rectangle, et pas au bord de la plage, évidemment. Quelle dimension faudra-t-il donner à ce rectangle pour que l'aire de baignade soit la plus grande possible? Alors, effectivement, on va faire apparaître un schéma. Voilà en pointillé, donc, comment cette corde doit être placée dans l'eau. Alors, on se doute bien que si on positionnait la corde selon un rectangle qui a une toute petite largeur et une grande longueur, ce qui est fixe est la longueur totale de corde, eh bien, l'aire de baignade serait très faible, voire nulle si on passe à la limite avec un rectangle complètement plat. Si on fait le contraire, on a un rectangle dont la largeur est très grande et la longueur très faible, on va se retrouver dans un cas où la corde nous trace un trait dans l'eau jusqu'à une distance assez importante, 180 mètres. La corde fait un aller-retour, mais le rectangle a une aire nulle aussi. Et on voit bien que si on choisit des positionnements intermédiaires, on va dire, on a un rectangle dont l'aire est non nulle. Donc effectivement, même si on se cantonne à une longueur totale constante, en fonction de la forme du rectangle qu'on peut créer, on va avoir une aire variable. Et donc il faut mettre ce problème en équation et essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, alors, comme pour toute mise en équation, la première question à se poser est celle de la variable ou des variables. Et c'est toujours en fonction de la question posée qu'on ira le plus vite. Quelle dimension faudra-t-il donner à ce rectangle? Donc je vais appeler x sa largeur, admettons, et y sa longueur. J'ai une contrainte à la suite de la définition des variables, c'est la longueur totale, que je dois exprimer grâce à mes variables. X plus y plus x doit toujours être égal à 360. Donc 2x plus y doit être égal à 360. Alors ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir étudier, c'est juste une contrainte. Donc ça va nous donner d'ailleurs une relation entre x et y, et je m'aperçois que mes deux variables ne sont pas indépendantes. Si je fixe l'une, à ce moment-là, ça impose la valeur de l'autre. Donc mon problème qui au départ apparaît à deux variables est en fait un problème à une seule variable. Ce qui est une bonne nouvelle puisque ça sera un problème plus simple à traiter. Alors, tout ça c'est l'analyse de l'énoncé. Maintenant revenons à la question. Quelle dimension faudra-t-il donner à ce rectangle pour que l'aire de baignade soit la plus grande possible? Ce qu'on veut, c'est optimiser l'aire de baignade, dont on n'a pas encore parlé ici. Donc c'est notre fonction objectif. Et comme pour toute grandeur intéressante, il faut l'exprimer avec nos variables. L'aire d'un rectangle qui mesure x par y, eh bien c'est x fois y. Donc voilà la quantité que l'on veut optimiser, et ici en particulier maximiser. Alors, x fois y, c'est très bien, on ne voit pas trop par quel bout l'attraper, sauf que la contrainte nous dit que y est forcément égal à 360 moins 2x. Donc je vais pouvoir faire une réécriture de l'aire du rectangle en x fois 360 moins 2x. Et en développant, je m'aperçois que l'aire du rectangle est un polynôme du second degré en fonction de x, c'est-à-dire de la largeur que je vais choisir pour mon rectangle. Et je sais très bien comment évolue l'aire du rectangle en fonction de cette variable, s'agissant d'un polynôme du second degré. J'ai un premier coefficient négatif, moins 2,
Donc j'ai une R qui est d'abord fonction croissante de x, puis fonction décroissante. Voilà comment ça démarre. Mon problème n'est pas de savoir si mon polynôme admet des racines. Je ne veux pas savoir si grand A peut être égal à 0, ça ne m'intéresse pas. Mon problème est de savoir pour quelle valeur de x je vais arriver au sommet de la courbe. Et donc je n'ai pas besoin de calculer le discriminant, par exemple. Delta ne m'intéresse pas dans mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est la position du sommet. Mais on a un renseignement dans le cours qui nous dit l'abscisse du sommet vaut toujours moins b sur 2a en fonction des coefficients a, b, c du polynôme du second degré. Donc je sais quelle valeur de x il va falloir que je choisisse. Moins b, moins 360 sur 2a sur moins 4. Moins 360 sur moins 4. 90. Donc je n'ai pas besoin de faire l'étude complète de la variation de l'air en fonction de x. Je sais que pour arriver à une aire maximale, il va falloir que je choisisse x égale 90. Alors je peux évidemment réimplanter la valeur 90 dans le calcul pour trouver l'aire de baignade, mais elle n'est pas demandée. J'ai résolu mon problème. J'ai répondu à la question. Quelle dimension faudra-t-il donner à ce rectangle? Eh bien, une largeur de 90 mètres. Et pour la longueur du rectangle que ça va donner, eh bien, j'ai toujours 2x plus y égale 360. Donc y vaut 360 moins 2x. Donc 360 moins 180, 180. Alors, souvent, quand on a des problèmes d'optimisation, la bonne réponse est une forme simple. Ici, on se serait peut-être attendu à une forme carrée. En fait, non. Si j'avais voulu couvrir 4 côtés d'un rectangle, ma solution aurait été un carré, effectivement. Mais là, s'agissant de 3 côtés sur les 4, eh bien, la forme optimale est une forme 2 fois plus longue que large. Exercice où on calcule des coûts et des recettes. Ici, une entreprise d'exploitation de bois compare ses coûts de production et ses recettes. En notant X, la quantité produite et vendue, exprimée en mètres cubes, le gestionnaire a établi les deux formules suivantes. Ses coûts de production se calculent par la formule 0,05 x carré moins 10x plus 16 500. Résultat en euros si on met x en mètres cubes dans le calcul. Quant à ces recettes en euros, elles valent tout bêtement 60 fois x. X étant en mètres cubes, donc ça signifie que le bois est vendu 60 € le mètre cube. Sachant que le bénéfice est la différence entre les recettes et les coûts de production, dire pour quelle quantité produite ce bénéfice est positif, puis pour laquelle il est maximal. Alors déjà, il faut écrire le bénéfice. Recette moins coût. Donc je vais devoir calculer et simplifier 60x moins, entre parenthèses, 0,05 x carré moins 10x plus 16 500. Donc après ce petit calcul, je me retrouve avec un polynôme du second degré qui est ce dernier. Son premier coefficient est négatif, donc mon bénéfice va être d'abord croissant en fonction de x, puis décroissant. La seule possibilité pour que ce bénéfice puisse être positif, donc pour que ce soit un vrai bénéfice et non pas une perte d'argent, c'est que ce polynôme admette deux racines et que x, donc la quantité produite et vendue, se trouve entre les deux. Donc on va en savoir plus en calculant les racines. Je calcule son discriminant, il vaut 1600. J'ai deux racines réelles que je peux calculer qui valent 1100 et 300. Donc je m'aperçois que j'ai un bénéfice si et seulement si je vends entre 300 et 1100 mètres cubes. L'évolution des coûts de production est telle que si je produis trop, ça me coûte vraiment trop cher. Et donc mes recettes ne peuvent plus compenser les dépenses. Inversement, si je ne produis pas assez, mes coûts de production qui possèdent des frais fixes que l'on voit ici de 16 500 € ne vont pas pouvoir être compensés par des recettes plutôt faibles si X est trop faible. Donc on a cette double contrainte qui nous conduit à un intervalle bien précis pour faire un bénéfice. Alors on nous demande aussi pour quelle quantité le bénéfice est maximal. Alors, c'est-à-dire, il faut se positionner au sommet de la courbe. On sait que l'abscisse du sommet, quel que soit le polynôme du second degré, vaut toujours moins b sur 2a. Mais on sait aussi qu'une parabole est un objet symétrique suivant un axe de symétrie vertical, donc j'allais dire ici parallèle à l'axe des y.
Si vous connaissez les deux racines, vous pouvez calculer la moyenne des deux racines et vous vous trouvez sur la position centrale qui vous conduira au sommet. Comme je connais 1100 et 300, la somme 1400 divisé par 2, 700, me présente donc une position moyenne pour x égale 700. Et donc je sais d'avance que c'est pour x égale 700 que je vais trouver un bénéfice maximal. Mais je peux aussi calculer moins b sur 2a, bien sûr. Moins 70 divisé par moins 0,1 qui va nous conduire à 700. Exercice suivant, là ça peut être déroutant, on se retrouve avec deux variables. Alors voyons un petit peu de quoi on nous parle. La production journalière de téléviseurs et de chaînes stéréo fabriquées par une firme électronique est donnée par la relation S carré plus 3S plus 5T égale 130, où T et S désignent respectivement les nombres de téléviseurs et de chaînes stéréo produits. Donc le nombre de téléviseurs T et le nombre de chaînes stéréo S ne doivent pas être tous les deux trop forts. Au maximum, on va dire, ce calcul-là doit nous donner 130. Au-delà, on est hors des capacités de production de cette firme. Mais les choses ne sont pas si simples, c'est-à-dire que dans la formule, on doit inclure un S au carré pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, on nous impose ça. Déterminer le nombre maximum de téléviseurs qui peuvent être produits chaque jour. Même question pour les chaînes stéréo. Donc là, il ne faut pas se dire, bon, je vais calculer delta, etc. Non, il faut simplement réfléchir au problème posé. Le nombre maximum de téléviseurs qu'on peut produire correspond à un nombre de chaînes stéréo égal à 0. Puisque j'ai ici une somme de 3 termes positifs qui doit être égale à 130. Si je veux maximiser le terme 5t, il faut minimiser les termes s carré et 3s, autrement dit les rendre égaux à 0. Si s égale 0, 5t égale 130, t égale 26. Donc si je choisis de ne pas produire de chaîne stéréo, eh bien je peux produire au maximum 26 téléviseurs. Maintenant, question inversée. Si je veux produire un maximum de chaînes stéréo, manifestement, il faut que je produise un minimum de téléviseurs, c'est-à-dire 0. Et à ce moment-là, s au carré plus 3s sera égal à 130. Ce qui, cette fois-ci, est une équation du second degré. S carré plus 3s moins 130 égale 0. Pour résoudre une équation du second degré, je dois calculer le discriminant cette fois-ci. Delta, dans cette position-là, est égal à 529. J'observe deux racines réelles à cette équation, qui sont moins 13 et 10. Bien évidemment, moins 13 n'est pas un nombre réaliste pour S, puisque c'est une quantité à produire, donc c'est forcément positif. Donc c'est la deuxième racine qui nous intéresse, c'est 10. Je peux produire 10 chaînes stéréo, avec 10 au carré qui vaut 100, et 3 fois 10, 30. 100 plus 30, 130, effectivement. Quel est le nombre de téléviseurs produits lorsque 7 chaînes stéréo sont fabriquées? Là encore, ça va revenir à un problème simple. On nous donne une valeur pour S. Résultat, en fonction de cette égalité, trouver la valeur de T. Si S égale 7, mon équation de départ devient 70 plus 5T égale 130, c'est-à-dire T égale 12. Ça se résout directement. Quel est le nombre de chaînes stéréo produites lorsque 18 téléviseurs sont fabriqués? On va remplacer T par 18. Notre équation de départ devient à ce moment-là S carré plus 3S plus 90 égale 130. Évidemment, ce que je sais résoudre, c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Donc si je trouve 130 à droite, je ramène ce terme à gauche. Et donc, je me retrouve à résoudre s carré plus 3s moins 40 égale 0. Je calcule le discriminant. B carré 9 moins 4ac plus 160, 1 moins 4 fois 1 fois moins 40, 9 plus 160, 169. Le discriminant vaut 169. Les racines valent moins 8 et 5 après calcul. Et là encore, je recherche une quantité positive, donc c'est 5. S va valoir 5. Alors effectivement, est-ce que S égale 5 correspond? S au carré vaut 25, 3 fois S vaut 15, 25 plus 15, 40, 40 plus 90, 130, ça fonctionne très bien. Allez, voyons un dernier exercice où on a encore un cas pratique avec une mise en équation à effectuer cette fois-ci.
Une société produit des lampes halogènes et les revend à un grossiste par lot mensuel. Elle désire connaître la quantité mensuelle à produire et vendre pour que son bénéfice soit maximal. Et là, on va donner des précisions, justement. On appellera X une quantité mensuelle produite et vendue. Donc on nous définit une variable, ce qui est très bien, comprise entre 0 et 1500 unités. Voilà ce que la société sait faire. Les coûts de production s'élèvent à 6 euros par lampe, avec en plus des frais fixes mensuels de 2400 euros. Par rapport à la vente maintenant, cette fois-ci, prix de vente à l'unité, 20 euros moins X sur 100. Plus elle en vend, moins elle vend cher. Ah, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que si la société signe pour un grand nombre d'unités vendues, elle les vendra moins cher à l'unité. Si elle a un gros contrat, elle va faire des remises sur les prix. Alors, techniquement, en prenant des valeurs pour X, hein, si la société vend 100 lampes, un lot de 100 lampes, elle va les vendre à quel prix? 20 euros moins 100 sur 100, donc moins 1. Donc elle va les vendre à 19 euros pièce. Par contre, si elle a un contrat de 500 lampes, elle va les vendre chacune à 20 euros moins 500 sur 100, moins 5. Donc elle va les vendre 15 euros pièce. Et ainsi de suite. Donc c'est en fait l'application d'un tarif dégressif en fonction de la quantité qui va être commandée, du lot qui va être commandé. Pour quelle quantité a-t-on un bénéfice? Pour quelle quantité a-t-on un bénéfice maximal? Combien vaut ce bénéfice? Coïncide-t-il avec un CA maximal? Donc là, on va retomber sur des questions qui, apparemment, hein, vont inclure un polynôme du second degré à un moment donné. Donc on va voir. Alors, traduisons justement les grandeurs qui nous intéressent en expressions en fonction de X, cette fameuse quantité qui va être produite et vendue. D'abord, les coûts de production. 6 euros par lampe multiplié par X lampes, plus 2400. Donc mes coûts de production, que j'appelle CP, qui dépendent de X, valent 6X plus 2400. Très bien. Maintenant, regardons le prix de vente à l'unité. On nous l'écrit en toutes lettres dans l'énoncé. Donc le prix unitaire de vente, PU de X, 20 moins X sur 100. Très bien. Mais ça n'est pas le chiffre d'affaires qu'on va réaliser. Le chiffre d'affaires qu'on va réaliser, c'est le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc 20 moins X sur 100, le tout multiplié par X. Et c'est justement parce que ce tarif dégressif apparaît, ou dans le prix unitaire X intervient, qu'une fois remultiplié par X pour calculer le chiffre d'affaires, on va se retrouver sur du second degré. Donc c'est une situation en fait extrêmement classique, cette apparition de polynôme du second degré, si on fixe un tarif dégressif de cette manière-là, d'une manière un peu simpliste. Le chiffre d'affaires, qui est ici le premier terme, moins les coûts de production, qui représentent le deuxième terme, une fois qu'on a développé, réordonné et simplifié, nous donne un polynôme du second degré pour exprimer le bénéfice réalisé. Moins 0,01 x au carré plus 14x moins 2400. Ce bénéfice est un polynôme du second degré qui possède un premier coefficient négatif, donc on est sur un bénéfice qui est croissant en fonction de x, puis décroissant. Donc il faut faire attention de produire suffisamment, mais pas trop. Encore une fois, pour des raisons tout à fait logiques, qui sont que si on ne vend pas assez, les coûts de production vont être trop importants par rapport au prix de vente, au chiffre d'affaires, tout bêtement. Mais par contre, si on vend trop, les coûts de production sont relativement élevés. Le chiffre d'affaires peut être relativement élevé, sauf qu'on a un tarif dégressif qui est imposé. Donc si on vend trop, on finit par vendre à un prix trop bas. Et donc le chiffre d'affaires n'arrive plus à compenser les coûts de production. Donc regardons ça un petit peu plus en détail, évidemment, avec des calculs pour pouvoir répondre clairement à nos questions. Alors, un petit tableau de valeurs pour détailler le coût de production, le chiffre d'affaires et le bénéfice qui est la différence des deux. Avec quelques valeurs de x. Alors, c'est un tableau que vous pourriez demander à votre calculatrice. Hein, si vous entrez séparément donc, la formule du coût de production dans une première fonction sur la calculatrice. Ici, premier terme, la formule du chiffre d'affaires dans une deuxième fonction pour la calculette. Et puis la formule finale du bénéfice dans une troisième fonction pour la calculette. Vous demandez un tableau de valeurs et la calculette va vous renvoyer des résultats comme cela. Les coûts de production sont croissants. Oui, c'est une forme du premier degré avec un coefficient positif en x, donc c'est
linéaire et croissant. Linéaire dans le sens de son rythme de variation, hein. Ça n'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction affine, évidemment. Pour le chiffre d'affaires, c'est différent. J'ai un chiffre d'affaires qui va se mettre à augmenter, puis qui va plafonner et se remettre à diminuer. Si je regarde un petit peu dans le détail, le chiffre d'affaires, une fois développé, c'est effectivement lui-même un polynôme de second degré dont le premier coefficient va être négatif. Donc on a un petit peu comme pour le bénéfice, une croissance puis une décroissance. Et ça se retrouve donc dans le bénéfice avec une croissance suivie d'une décroissance. Petite représentation graphique pour avoir les choses un peu sous les yeux. Voilà, donc je prends un intervalle de 0 à 1500 pour x, c'est ce que stipulait l'énoncé. Pour y, je vais exprimer des valeurs en euros, coût de production, chiffre d'affaires. En fonction des valeurs rencontrées dans mon tableau, je crée cette graduation qui va de 4 à 12 000 à peu près. Et je place les points d'abord en rouge du coût de production. Très bien, bon, effectivement, c'est une droite, fonction affine. Et puis les valeurs calculées à gauche pour le chiffre d'affaires, ils vont me montrer donc quelque chose qui augmente, qui atteint un sommet, et puis qui se remet à diminuer. Une parabole, c'est un polynôme du second degré. Je ne vais pas tracer en vert la courbe du bénéfice. Je vais simplement, encore une fois, remarquer que le bénéfice est la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts de production. Et donc, c'est pour chaque positionnement en X, l'écart vertical qui se trouve entre les deux courbes. Donc, le bénéfice, si je pouvais le lire sans tracer sa courbe, je le lirais ici. J'ai évidemment une zone intermédiaire ici dans laquelle le chiffre d'affaires dépasse les coûts de production, donc j'ai un bénéfice positif, alors que avant ce point d'intersection, je perds de l'argent et après, je me mets à reperdre de l'argent. Alors répondons maintenant aux questions. Pour quelle quantité a-t-on un bénéfice? Eh bien, en fait, il faut que je sois entre les deux points d'intersection de mes deux courbes, mais je n'ai pas besoin d'aller chercher ces points d'intersection. J'ai déjà calculé la différence entre les deux fonctions. C'est ce polynôme de second degré, donc je veux simplement que ce polynôme soit positif. Je calcule son discriminant, ses racines, son premier coefficient étant négatif, ce polynôme sera positif si x est entre les racines. Delta vaut 100, les racines valent 200 et 1200, donc précisément par le calcul, il faut que x soit compris entre 200 et 1200. Pour la deuxième question, pour quelle quantité a-t-on un bénéfice maximal? Puis je vais inclure aussi combien vaut ce bénéfice. Alors pour avoir un bénéfice maximal, il faut que x soit égal à moins b sur 2a, dans la bonne expression bien sûr, donc celle-ci. C'est moins 14 divisé par moins 0,02. Résultat, 700. On pouvait s'y attendre. Les racines valent 200 et 1200. La moyenne de 200 et 1200, c'est 700. Donc ça fonctionne très bien. Et puis, je peux calculer le fameux bénéfice maximal que je peux atteindre, B de 700. Donc je replace 700 à la place de X dans mon calcul, et je calcule B de 700, qui se trouve être égal à 2500. Pour finir avec la dernière question, on va faire ça oralement. Non seulement parce que je n'ai plus de place sur ma diapo, mais parce qu'il faut aussi pouvoir expliquer des choses comme ça visuellement. Est-ce qu'un bénéfice maximal coïncide avec un chiffre d'affaires maximal? D'abord, je peux me demander à quel endroit mon trait vert est le plus grand possible. Est-ce que c'est lorsque le chiffre d'affaires en bleu ici est maximal? Manifestement, non. Mon bénéfice ici, il vaut une certaine valeur, mais le bénéfice maximal de toute façon, je le vois bien, il a été obtenu pour x égale 700. C'est par ici. C'est effectivement une zone où je m'attends à trouver des traits verts plus grands que par là-bas. Alors, on se rend bien compte que la différence d'ordonnées visible entre la courbe bleue et la droite rouge va être maximale lorsqu'il va se produire géométriquement quelque chose de particulier. Et bien en fait, lorsque la pente de la courbe, donc la pente de la tangente à la courbe, va être égale à la pente de la droite. Juste avant, que fait la courbe? Elle monte plus vite que la droite. Donc la différence est en train d'augmenter. Juste après cette fameuse tangente parallèle à la droite rouge, eh bien les autres tangentes sont moins inclinées.
Donc le chiffre d'affaires augmente moins vite que le coût de production. Et donc bien entendu, le bénéfice va se remettre à diminuer. Donc si on veut simplement faire la comparaison de la courbe et de la droite, on se trouve à dire que effectivement, il faut que la pente de la tangente au point de la courbe soit égale à la pente de la droite rouge. Alors, on pourrait donc aller un petit peu plus loin en étudiant ces pentes. Qu'est-ce que c'est que la pente de la droite rouge? Eh bien, c'est le coefficient directeur de la droite, donc c'est 6. Qu'est-ce que c'est que la pente de la tangente à la courbe bleue? Eh bien, c'est le nombre dérivé de la fonction chiffre d'affaires. Et donc, on pourrait calculer ce nombre dérivé. Le chiffre d'affaires, si je développe, vaut moins 0,01 x au carré plus 20x. La dérivée de ça, ça va être moins 0,02x plus 20. Moins 0,02x plus 20, c'est quelque chose qui doit être égal à 6 en un point donné. Et si vous faites la résolution de ce problème-là, vous allez trouver x égale 700. Donc je vous laisse réécouter si vous le souhaitez, et puis noter ça sur une feuille. Vous allez effectivement trouver que x doit être égal à 700 si on cherche ce critère-là. D'autre part, on pouvait finalement répondre à cette dernière question autrement, évidemment. Non pas à rechercher des réponses à toutes les questions, mais tout simplement à vous demander à quel moment le chiffre d'affaires est maximal. Le chiffre d'affaires est maximal lorsque x vaut moins b sur 2a dans l'expression du chiffre d'affaires. Encore une fois, l'expression du chiffre d'affaires, c'est moins 0,01 x au carré plus 20x. Moins b sur 2a vaut donc moins 20 divisé par moins 0,02. Résultat, 1000. Le CA est maximal si x égale 1000, et graphiquement, effectivement, c'est ce qu'on observe. Le CA est maximal pour 1000 lampes produites et vendues. Or, le bénéfice est maximal pour 700 lampes produites et vendues. Reste à savoir ensuite, très concrètement et en sortant des mathématiques, ce que souhaite faire l'entreprise. Est-ce qu'elle vise un chiffre d'affaires maximal? Est-ce que vraiment son intérêt, d'un point de vue comptable et par rapport à sa concurrence, est de faire du chiffre? C'est ce qu'on appelle faire du chiffre d'affaires. Ou est-ce que son intérêt est de gagner plus d'argent? Si son intérêt est de gagner plus d'argent, il faut qu'elle vende 700 lampes et pas plus. Si son intérêt est de faire du chiffre d'affaires, et donc au niveau de sa comptabilité, au niveau éventuellement de pas de sa trésorerie, puisque ça dépend plus du bénéfice, mais voilà, pour d'autres critères, des critères vraiment de CA, de visibilité, de part de marché par rapport à la concurrence, alors elle peut aller jusqu'à viser ce genre de chiffre d'affaires, mais attention, il ne faut pas aller plus loin, parce qu'après, ça décroît très vite. Et à ce moment-là, effectivement, si c'est une entreprise plutôt jeune qui doit prendre sa place dans le marché, elle a intérêt à se dire: «Je vais essayer de vendre plus, quitte à avoir un bénéfice un peu moins important, pour gagner en part de marché. Et puis, une fois que je serai bien installé en tant qu'entreprise, je peux me mettre à descendre un petit peu et à viser un bénéfice un petit peu plus grand pour chercher du profit.» Voilà donc pourquoi ce genre de problème peut exister, parce qu'au départ, on se pose des questions tout à fait concrètes sur le fonctionnement d'une entreprise et les choix qui sont à faire. Et si on a des caractéristiques de production et de vente, on passe dans les chiffres, et cette fois-ci, on a une analyse à faire, et il faut être capable de faire cette analyse. Voilà, donc on a vu un certain nombre d'exemples sur le second degré. J'espère que ça vous aura plu, que les choix que j'ai faits vous auront satisfait, et bien entendu, j'attends vos questions et vos remarques en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter, je suis là aussi pour ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo, on passera aux fonctions dans un sens un peu plus général. Et au revoir.